Salut les graines d'investisseurs aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, forcément, on va parler d'investissement. Et je vais vous parler de la théorie du plus idiot. Théorie du greater fool in English. La théorie du plus idiot. Qu'est-ce que c'est ? C'est l'idée selon laquelle il peut être très rentable pour des investisseurs d'investir dans des choses qui n'ont pas de valeur. Comprenez bien que normalement, un investissement classique, vous allez investir dans quelque chose qui a une valeur en propre et qui génère une rentabilité naturellement. Qu'est-ce que c'est par exemple ? Ça peut être des parts d'entreprise. L'entreprise travaille, génère un chiffre d'affaires, génère un bénéfice et ce bénéfice entraîne une rentabilité. Si vous avez investi dedans, c'est qu'à un moment donné, elle avait besoin de capital. Elle a vendu des participations à des gens pour avoir ce capital dans l'entreprise. Elle s'en est servie pour investir, pour construire une ligne de production, pour faire de la publicité, peu importe. Et elle récompense les gens qui ont investi en leur donnant une part de leur rentabilité. Et vous, éventuellement, vous rachetez ces parts de capital à quelqu'un d'autre pour que lui, il ait sa récompense plus vite et que vous achetiez son droit à cette récompense. Voilà. L'immobilier, c'est un peu pareil. Vous avez une maison qui se construit, quelqu'un va habiter dedans, il va rémunérer la maison et vous, en tant que propriétaire ou propriétaire d'un bout du bien immobilier, si vous êtes passé par une société ou par une foncière cotée ou quelque chose comme ça, vous gagnez de l'argent. Donc ça, on va dire, ce sont tout ce qui est investissement productif. Ensuite, il y a tout ce qui est spéculation. Et la spéculation, ça va être de la spéculation sur l'évolution de la valeur d'un bien. On peut avoir des spéculations qui sont, on va dire, qui sont relativement vertueuses. Par exemple, vous vous dites, tiens, moi, aujourd'hui, je pense que tel secteur a de l'avenir. Il y a 10 ans, vous disiez que c'est l'intelligence artificielle. Peut-être que vous pouvez vous dire que tel métal va être très utilisé dans l'avenir, telle technologie de construction, etc. Et vous allez investir dedans aujourd'hui pour aider ce secteur à se développer en prévoyant que plus tard, ce secteur sera très très rentable et qu'en ayant été parmi les premiers, vous en profiterez plus que les autres. Voilà. Là, on va dire, c'est de la spéculation relativement vertueuse. Et puis après, vous avez la spéculation qui est plutôt nuisible à l'économie, qui est plutôt de la spéculation, où vous allez profiter des règles de l'économie pour piquer de l'argent, de la valeur ajoutée, à certains moments. Par exemple, vous allez avoir des cycles économiques qui font que certaines entreprises vont avoir leur valeur qui baisse à des moments parce que les investisseurs vont leur vendre leur participation, soit parce qu'ils paniquent pour rien à un moment donné, soit parce qu'ils ont besoin de cet argent pour autre chose. Donc la valeur de quelque chose diminue, vous achetez ce quelque chose qui va remonter plus tard. Voilà. Là, vous avez profité des effets des cycles économiques en achetant au bon moment et en revendant au bon moment pour vous faire de l'argent. On va dire que là, vous commencez à être un petit peu dans le parasitisme global, mais bon, on est aussi dans une société où tout le monde parasite un peu tout le monde. Voilà, je le fais de temps en temps. Moi, j'ai fait de la spéculation, par exemple, sur de l'immobilier, il n'y a pas si longtemps. Au moment de la faillite de Casino, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et ensuite, vous avez la théorie du plus grand fou. Qu'est-ce que c'est ? C'est un moment où vous capitalisez sur quelque chose qui n'est pas à sa bonne valeur, c'est-à-dire qui ne produit rien ou très peu en soi et qui est surévalué. Vous savez déjà que c'est surévalué, mais vous spéculez quand même parce que vous pensez que des gens vont acheter encore plus cher. Donc vous êtes fou parce que vous achetez une rentabilité qui n'existe pas, mais la rentabilité, vous allez la chercher auprès d'un plus grand fou, d'un plus idiot que vous, qui lui-même va acheter plus cher cette rentabilité inexistante. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est officiellement admis, cette idée de plus grand fou. Vous cherchez, vous trouvez une définition sur Wikipédia, par exemple. Donc concrètement, qu'est-ce que c'est dans la vie quotidienne ? C'est tous les cas où des gens se jettent sur des actions qui montent sans savoir ce qu'ils achètent. Voilà. Et en fait, dans le plus grand fou, on a deux personnes type. Il y a celui qui est dans cette dynamique-là sans en avoir conscience. Voilà. Il dit « Oh putain, tel truc monte, j'achète tel truc ». Par exemple de l'immobilier. L'immobilier monte, j'achète de l'immobilier. Et il va le revendre à quelqu'un d'autre. Et on peut avoir certaines actions qui montent très haut dans la valorisation alors qu'elles ne valent pas grand-chose. Et par exemple, moi, je mets un petit peu dans cette case-là les réseaux sociaux aujourd'hui. Les réseaux sociaux ont une influence politique, ils ont une influence économique. Ils ne sont pas hyper rentables. Et les gens qui les achètent une faible rentabilité en se disant plus tard ça va augmenter, plus tard ça va augmenter. Moi, je pense qu'on est dans un cycle
où ces actions vont être pas loin de dévisser. Je me trompe peut-être. Faites ce que vous voulez. Je ne donne pas de conseils en investissement. Je vous explique quelque chose. Ça, c'est le fou qui est inconscient de sa folie et qui va peut-être s'en sortir en revendant à un plus grand fou demain. Voilà. Moi, j'ai investi dans Facebook quand c'était pas cher. Je revends aujourd'hui parce que je veux m'acheter une baraque. 3 semaines après, ça s'écroule. J'ai profité de cette théorie des plus grands fous, alors que j'ai pas forcément été un escroc volontairement. Et il y a des gens qui font ça très volontairement. C'est-à-dire qu'ils se disent, j'investis dans tel secteur parce que la masse de la population n'a pas encore détecté que c'était un investissement foireux, et je pense qu'ils vont investir plus. Et ça va monter, et quand ce sera tout en haut, je vendrai. C'est une stratégie risquée. Parce que vous pouvez être le plus grand fou. Vous pouvez être le mec qui a la patate chaude dans les mains et que ça lui explose à la gueule. Ou vous pouvez le refiler à quelqu'un d'autre. Ça peut être une stratégie très rentable. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? C'est à vous de décider. Moi, j'estime que c'est quand même quelque chose de nuisible à l'économie et je m'en abstiens. Pourquoi? Là, on va rentrer dans une partie de la vidéo qui est un petit peu plus théorique. C'est la théorie des jeux. La théorie des jeux appliquée à l'économie. Donc, qu'est-ce que c'est la théorie des jeux? C'est une discipline mathématique qui cherche à étudier le comportement d'acteurs dans certaines situations données et à modéliser mathématiquement ces comportements. Et par exemple, la théorie des jeux est donc utilisée pour modéliser des jeux de société, des jeux comme les échecs ou autres aussi, pour modéliser des activités économiques ou pour modéliser le fonctionnement de l'économie globale, voire de la géopolitique. Mais il y a un ensemble de théorèmes qui peuvent s'appliquer à ces différentes situations-là. Et dans la théorie des jeux, on modélise généralement des jeux à somme positive, négative ou nulle, par exemple. Un jeu à somme nulle, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui représente un petit peu les investissements. Un jeu à somme nulle, c'est un jeu où vous avez une quantité de valeur, d'argent par exemple, en circulation qui est stable. Et par exemple, le Monopoly n'est pas un jeu à somme nulle. C'est un jeu où tous les tours, vous avez, pour chaque joueur, les fameux 20 000 francs qui rentrent dans la boucle. Et donc, chacun s'enrichit. Votre but, c'est de vous enrichir plus vite que le voisin pour finir par le mettre sur la paille, avec votre quantité d'argent à vous. Bon, un jeu à somme nulle, ce serait une partie de Monopoly où il n'y a pas cette règle. Donc, vous distribuez peut-être plus d'argent au début, ou vous définissez une règle où l'argent circule entre vous d'une manière ou d'une autre, et par contre, au bout d'un moment, il n'y a plus d'argent qui rentre, et donc vous vous plumez les uns les autres, mais vous ne pouvez plus construire des giga-hôtels parce que vous n'avez pas cet argent qui rentre tous les tours. Évidemment, vous changez complètement la nature du jeu. Mais ça, c'est un jeu à somme nulle. La bourse se comporte plutôt comme un jeu à somme nulle. C'est-à-dire que l'argent qu'un joueur va gagner, il ne vient pas de la banque, il ne vient pas de l'impression d'argent, il vient plutôt de l'argent que les autres joueurs vont mettre dans la bourse. Et dans ces jeux à somme nulle, il faut bien avoir conscience que tout l'argent que vous gagnez, vous le volez à quelqu'un d'autre. Alors l'économie est plus compliquée que ça. Sous certains aspects, c'est un jeu à somme nulle, mais il y a quand même de l'énergie qui rentre dans le système, il y a de la production. Si la production globale de la planète est plus forte que la consommation globale de la planète, ça n'est plus un jeu à somme nulle. Voilà. Mais en bourse, globalement, sur une courte période, on peut dire que c'est un jeu à somme nulle dans les activités spéculatives. Donc ça veut dire que si vous investissez à un moment donné, l'argent que vous gagnez, c'est de l'argent que quelqu'un d'autre perd. Et il y a un autre aspect de la théorie des jeux, c'est une expérience, le dilemme du prisonnier. C'est une expérience qui a été faite où on choisit entre coopérer et trahir quelqu'un. Donc, par exemple, une itération de cette expérience, ça va être 2 personnes. Vous leur disiez, voilà, vous pouvez gagner 1 000 € chacun. Si vous trahissez la personne en face, vous gagnez sa part. Donc, vous gagnez 2 000. Si vous ne le trahissez pas, vous gagnez que 1 000. Et si les deux trahissent, vous gagnez 0. Et on regarde ce que font les gens. Donc il y a des gens dans le dilemme du prisonnier qui vont appliquer la stratégie d'être loyal. Et si les deux sont loyaux, bah, tout le monde gagne 1000 à chaque fois, et tout va bien. Il y a ceux qui vont appliquer la stratégie d'être déloyal, et eux, ils vont gagner plus en piquant à l'autre. Et si tout le monde est déloyal, le système s'écroule. L'effet du plus grand fou, c'est un peu ça. C'est-à-dire, ceux qui sont loyaux et qui achètent toujours de la valeur, ça fait monter les actions. Et tout le monde est content. Ceux qui vendent quand c'est en train de monter, juste avant que ça s'écroule, eux, ils gagnent beaucoup. Et ceux qui vendent après, ils perdent tout. Voilà. Et donc, chacun essaye, dans cette théorie du plus grand fou,
chacun essaye d'être cette personne qui pique. Et bien sûr, la majorité perd. Parce que cet argent, il ne vient pas de nulle part, il vient des poches des autres. Donc si vous gagnez beaucoup, c'est que vous avez pris l'argent d'un autre investisseur. Et on revient un petit peu à la théorie des jeux avec la stratégie du passager clandestin. Les gens qui font des placements de type plus grand fou en ayant conscience de ça, c'est ce qu'on va appeler dans la théorie des jeux un passager clandestin, c'est-à-dire celui qui ne investit pas dans l'économie pour que l'économie fonctionne, mais investit dans l'économie pour tirer sa part du gâteau en sachant très bien que son activité est nuisible à la collectivité. Moi, j'ai conscience de tout ça. Ça ne me donne pas envie d'investir là-dedans parce que ça veut dire que je serai le passager clandestin, ce qui n'est pas le rôle que j'ai envie d'avoir dans la vie. Voilà. Et maintenant, vous allez devoir vous positionner sur vos placements à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. J'ai peut-être pourri vos investissements en vous faisant poser des questions morales que vous ne posiez pas jusqu'ici. C'est pas grave. Bon, qu'est-ce qui se passe du coup quand on revient dans le concret? Qu'est-ce qui se passe quand une bulle éclate avec cette stratégie du plus grand fou? Ça veut dire que tout le monde perd, sauf ceux qui ont vendu juste avant. Donc, vous allez avoir les gens qui sont rentrés très bas. C'est monté très haut, ils ont vendu ici, tout ça. Très bien. Vous avez ceux qui sont montés ici, qui revendent par là, ils ont gagné un peu. Voilà. Quand ça commence à descendre, il va y avoir plein de gens qui vont essayer de vendre parce qu'ils ont acheté là, c'était là, ça commence à venir ici, ils veulent vendre avant que ça redescende à l'endroit où ils étaient. Et vous allez avoir plein de gens qui mettent les trucs sur les marchés. Qu'est-ce qui se passe quand il y a plein de gens qui vendent et peu qui achètent? Vous allez avoir de plus en plus de gens qui vendent et la valeur qui baisse de plus en plus. Et vous allez avoir tous ceux qui perdent parce qu'ils achètent beaucoup moins. Évidemment, ceux qui perdent beaucoup, c'est ceux qui ont acheté là et qui vendent ici. Voilà, ça c'est ce qui se passe. En général, quand ça s'est passé, ça veut dire que l'action elle est foutue. L'action, la valeur quelconque que vous avez mis, elle est foutue, plus personne va vouloir aller là-dedans, parce que l'investisseur lambda, qui n'a pas très bien compris ce qui se passait, qui a acheté que parce qu'il était fou et ça montait, il ne va pas revenir dessus. Ceux qui sont des investisseurs un petit peu plus avancés, un petit peu plus réfléchis, peut-être qu'ils vont s'y remettre, mais de toute façon, a priori, ça ne remontera jamais aussi haut. Là, il y a des exemples concret, par exemple, c'est la fameuse crise des tulipes, quand les bulbes de tulipes sont montés à des taux délirants, c'était je crois au XVIe ou au XVIIe siècle en Hollande, parce que ça a commencé à monter, et les gens se disaient ça monte, j'en achète, alors qu'ils n'allaient pas forcément vivre de la production de tulipes. Mais il y a eu un moment où c'est devenu délirant, il y a beaucoup de gens qui ont gagné, il y a énormément de gens qui ont perdu, et les fabricants de tulipes, dans tout ça, ils avaient du mal à travailler, parce que quand tu dois planter des graines et que les graines coûtent le prix d'une baraque, t'en plantes pas beaucoup, quoi. Et puis, au bout d'un moment, c'est retombé. Et puis aujourd'hui, un bulbe de tulipe, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire le prix d'une graine pour une jolie fleur, quoi. Voilà. Mais sachez qu'il y a un moment où les bulbes de tulipes ont été des choses très très chères pendant quelques mois, parce qu'il y a eu une espèce de crise de folie globale des investisseurs hollandais. La crise des subprimes, c'est un petit peu ça. L'immobilier montait. En plus, là, il y a un facteur de masque un petit peu des mécanismes de l'économie avec tous ces placements un peu compliqués. Et en tout cas, l'immobilier montait jusqu'au moment où c'était plus viable et où c'est descendu. L'immobilier, comme c'est quelque chose de vital, ça a un petit peu tendance à se reproduire. Je vous ai dit, souvent, les gens vont plus jamais investir des sommes folles dans le truc qui a donné l'occasion d'une bulle. Quand il y a une vraie économie derrière et que la bulle se rajoute sur la valeur économique, ça arrive. Ça arrive beaucoup avec l'immobilier, parce que l'immobilier, tout le monde en a besoin pour vivre. Donc forcément, tout le monde a tendance à survaloriser les placements immobiliers. Comment on le détecte? Et en fait, je vais vous donner une petite astuce, c'est que pour trouver si quelque chose est plutôt de l'ordre du plus grand fou ou pas, vous avez un moyen un petit peu simple de le faire, c'est d'étudier le comportement des gens qui vous proposent d'investir dans quelque chose. Quelqu'un qui a conscience qu'il a investi dans quelque chose de surévalué et qu'il est nécessaire pour lui d'avoir des plus grands fous, va toujours adopter le même type de comportement. Quel type de comportement? Ça va être de promouvoir son placement, de dire à tout le monde que son placement est le meilleur, c'est le plus beau, c'est le plus fort, c'est celui qui rapporte le plus, etc. Et de conseiller à plein de gens d'investir dedans. Vous allez pouvoir observer ces comportements où des gens vont essayer de vous pousser à acheter
leur placement parce qu'eux-mêmes l'ont acheté. Ils veulent vous convaincre que ce soit bien, que c'est bien, pour que vous achetiez derrière, pour faire monter les cours et revendre au dernier moment et disparaître avec la caisse. Donc, essayez d'étudier le comportement des gens qui vous promeuvent ça. Alors, des gens qui répondent à ma description, il va y en avoir dans à peu près tous les secteurs. Il va y en avoir dans à peu près tous les secteurs d'activité. Mais il va y avoir normalement aussi des gens qui ont des analyses rationnelles et factuelles et argumentées qui vont vous dire « Tiens, voilà, pour telle raison, ce secteur a de l'avenir, pour telle raison, ce placement est intéressant, etc. » Si tout ce que vous trouvez comme argumentaire dans un placement, c'est des gens qui vous disent que c'est rentable parce qu'il y a eu de la rentabilité dans le passé, que ça va continuer à être rentable parce que ça l'a toujours été et pourquoi ça ne le serait plus, et que si vous pensez le contraire, c'est que vous êtes un gros débile, bon, bah là, vous allez avoir très certainement quelque chose qui est de l'ordre d'un placement concerné par la théorie du plus grand fou. Si vous avez des gens qui ont des avis plus nuancés, plus argumentés, où il y a tout un tas de choses, ben, vous avez un peu moins de chances d'être dans cette case-là. Évidemment, ce que je vous dis, ça nécessite d'être très très bon pour détecter la performance et la pertinence économique de ce que vous racontent les gens. Et tous autant qu'on est, on n'est pas des très très bons économistes, sinon vous ne seriez pas en train de regarder cette vidéo. Donc, essayez quand même de garder un peu la tête froide et de regarder au cas par cas si vous avez du marketing très agressif pour des placements, si vous avez des gens qui sont très 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 vindicatifs envers ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, c'est très probablement qu'eux-mêmes ne croient pas beaucoup en leur placement et qu'ils ont une altitude artificielle. Sinon, ils seraient ouverts à la discussion, ils seraient ouverts au dialogue et ils seraient ouverts à démontrer qu'ils ont raison, mais de manière sereine et pas du tout de manière agressive comme ça. En pratique, tout ce que je vous ai dit, à quoi ça sert? Vous, posez-vous la question dans les différents investissements que vous faites aujourd'hui de est-ce que je suis dans cette case-là et est-ce que j'ai envie d'y être surtout? Si vous n'aviez pas conscience sur certains placements de où vous en êtes, de si vous êtes dans une bulle ou pas, c'est peut-être le moment de sortir tranquillement de ce placement-là, surtout si vous avez fait un peu de plus-value, pour être dans des placements plus solides, plus fiables, qui ont une vraie valeur économique et qui vous font gagner de l'argent parce qu'il y a une production, parce qu'il y a une valeur ajoutée réelle à cette activité-là et que vous participez indirectement en investissant dedans à cette activité-là. Si c'est uniquement spéculatif, posez-vous la question, est-ce que c'est ce que je veux? Si vous voulez prendre des raccourcis en faisant de la spéculation, voilà. Moi, j'aime pas trop ça, mais après tout, c'est votre vie, vous faites ce que vous voulez. Mais par contre, ayez conscience de ce que vous faites. Ne faites pas ça sans savoir. Si cette vidéo vous a intéressé, mettez un pouce bleu. Si d'autres vidéos sur les thématiques entrepreneuriales et rarement sur l'investissement vous intéressent, vous pouvez vous abonner. Il existe un serveur Discord où on peut parler de tout ça entre nous. Sinon, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée.